Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le chapitre B3 intitulé « Moteur asynchrone triphasé » dans le cadre du programme de génie électrique destiné aux élèves de la 4e année sciences techniques. Dans cette séance, on va poursuivre l'étude de la leçon « Commande et protection des moteurs asynchrones triphasés » dont on va détailler 3 parties. Donc la première partie, c'est le démarrage étoile, triangle. La partie 2, c'est le choix d'un moteur asynchrone triphasé. Et la partie 3, c'est le choix d'un contacteur de commande. Alors, la première partie, démarrage étoile, triangle. Commençons tout d'abord par une mise en situation et on va exposer la problématique. Consultons la fiche technique ci-dessous, extraite d'un document constructeur des moteurs asynchrones triphasés. Alors, dans cette fiche technique, le constructeur nous propose un ensemble de références de moteurs asynchrones à 4 pôles. Donc, ces moteurs asynchrones, il va nous donner encore les différentes caractéristiques de ce moteur, en particulier la puissance nominale, la vitesse nominale, le couple nominal, le courant et le facteur de puissance et le rendement et d'autres informations. Alors, focalisons notre attention sur les 3 colonnes suivantes. La colonne de la puissance, la colonne du rapport entre le courant de démarrage et le courant nominal, et le rapport entre le couple de démarrage et le couple nominal. Si on va voir les différentes valeurs des rapports courant de démarrage par le courant nominal, on voit que ces valeurs-là varient donc entre 2,8 jusqu'à 7,1. On peut constater encore que ces différentes valeurs augmentent au fur et à mesure que la puissance nominale des différents moteurs augmente. Voilà, donc on peut noter ça. Généralement, ce rapport augmente avec l'augmentation des puissances des moteurs. Bon, on peut voir maintenant la dernière colonne dans laquelle on peut remarquer que le rapport du couple de démarrage par le couple nominal, noté TD sur TN, varie donc de 1,6 à la valeur donc 3. Voilà, donc passons maintenant aux conséquences. Au moment de démarrage, on peut dire que l'intensité du courant ID est trop grande par rapport à l'intensité I nominale. Et pour les moteurs de forte puissance, dont la puissance utile dépasse les valeurs de 5 kW, le courant de démarrage entraîne ce qu'on appelle des surintensités sur les lignes et sur les appareils de commande et de protection. Alors, que veut-on dire du mot surintensité? Alors, pour cela, je vais vous donner un exemple. Si je prends le cas d'un moteur dont le courant nominal il est égal à 10 ampères, donc il est considéré de forte puissance, et si je multiplie cette valeur par la valeur 7 d'après la fiche déjà décrite précédemment, on peut trouver que la valeur du courant de démarrage va être aux alentours de 70 ampères. Alors, si on va bien voir cette valeur, on peut constater qu'elle va présenter un danger sur les lignes, c'est-à-dire les fils conducteurs et les bornes, sur les appareils de commande tels que le sectionneur et les contacteurs, et sur les appareils de protection tels que le relais thermique et les fusibles. Prenons maintenant le cas des moteurs de faible puissance. Donc le courant de démarrage ID ne présente pas un danger ni pour les moteurs ni pour l'installation. Alors, on va vérifier ça avec un exemple. Si je vais prendre le cas d'un moteur dont le courant nominal est égal à 1 ampère, et si je multiplie cette valeur par la valeur 4 d'après la fiche technique précédente, on peut trouver donc 4 ampères. Vous pouvez bien constater la différence énorme entre le courant de démarrage quand le moteur il est considéré de forte puissance et le courant de démarrage quand le moteur il est considéré de faible puissance. Donc retenons de ça que pour les moteurs de forte puissance, le courant de démarrage est trop grand par rapport au courant nominal, donc il y a un risque sur l'installation et sur l'appareillage. Alors, posons notre problème. Donc, notre problème, c'est quelle solution peut-on appliquer pour réduire le courant en ligne au moment de démarrage des moteurs asynchrones triphasés de forte puissance.
Commençons tout d'abord par faire une comparaison entre les courants en ligne pour les moteurs couplés en étoile et les courants en ligne pour les moteurs couplés en triangle. Alors, ici, ça c'est le schéma de câblage du couplage étoile et celui-là c'est le schéma de câblage d'un couplage en triangle. Alors, si on va bien voir la valeur de l'intensité en ligne I étoile, qui n'est autre dans ce cas que l'intensité que parcourt chaque enroulement J étoile. Et donc, cette valeur, J étoile, n'est autre que le rapport entre la tension simple et l'impédance Z des bobines. Donc, on peut écrire que c'est V sur Z. Or, la tension V, c'est une tension simple. Et il est toujours égal à la tension composée divisée par racine de 3. Donc, on peut noter que le I étoile, ou bien le courant en ligne et étoile, n'est autre que le rapport entre la tension composée du réseau divisé par la racine de 3 fois l'impédance Z. Passons maintenant, et on va faire la même chose pour le couplage en triangle, et on va chercher le courant en ligne I-triangle. Ce courant I-triangle n'est autre que, donc, par rapport au courant que parcourt la bobine, il n'est autre que racine 3 fois J-triangle. Donc, si je remplace J-triangle par sa valeur en regardant le schéma, on peut dire que le J-triangle n'est autre que la tension composée divisée par Z. Donc, toute cette quantité va être égale à racine de 3 fois U sur Z. Multiplions maintenant de haut et d'en bas par racine de 3, on remarque qu'on va trouver cette valeur. Donc, c'est 3U sur racine 3 fois Z. Vous pouvez bien constater que cette valeur mentionnée ici, il n'est autre que la valeur du courant en ligne qui a été déjà calculée auparavant. Donc, on peut dire que I triangle n'est autre que 3I étoile. Et on peut retenir de ce calcul que le courant en ligne I étoile n'est autre que le tiers du courant en ligne quand le même moteur est couplé en triangle. Alors, je vais faire la même chose maintenant pour la comparaison entre le couple du moteur en couplage étoile et le couple du moteur en couplage triangle. Alors, rappelons tout d'abord que la puissance active absorbée pour un couplage étoile n'est autre que racine de 3 fois la tension composée fois le courant en ligne étoile fois le facteur de puissance cos phi. Donc, si je vais remplacer le I étoile par la valeur qui a été déjà calculée auparavant, on va trouver la relation racine de 3U fois U sur racine de 3 sur Z fois cos phi. Vous pouvez bien remarquer que je peux simplifier par racine de 3 de haut et d'en bas. J'obtiens alors U carré sur Z cos phi. Faisons maintenant la même chose pour la puissance en couplage triangle. Donc la puissance en couplage triangle, elle a la même formule que la puissance en couplage étoile, mais on va changer uniquement le courant en ligne. C'est-à-dire on va trouver racine de 3U, I étoile cos phi. On va faire la même chose encore pour le I triangle et on va le remplacer par racine de 3 fois U sur Z. Donc tout calcul fait, il va nous donner 3U carré sur Z cos phi. Alors faisons maintenant le rapport entre les deux puissances. On peut trouver que le P triangle sur le P étoile, après simplification de ces quantités, on va trouver le rapport qui vaut 3. Bien, maintenant il faut rappeler encore que la puissance mécanique n'est autre que le produit entre le couple et la vitesse angulaire oméga. Si nous faisons des approximations et on considère que les pertes sont négligeables, on peut tolérer que le rapport entre les puissances n'est autre que le rapport des couples. Alors on peut déduire de ceci que le couple en triangle divisé par le couple en étoile n'est autre que 3. D'où on peut tirer la relation finale que le couple, quand le moteur est en étoile, il est le tiers que le couple quand le moteur, ou bien que le même moteur est couplé en triangle. Voilà. Passons maintenant à la solution. La solution, donc,
est de démarrer le moteur tout d'abord en étoile, puis en triangle. Ainsi, le courant de ligne sera divisé par 3. Cette solution n'est possible que pour les moteurs ne pouvant être couplés qu'en triangle. Alors, dans la suite, on notera le courant de démarrage en étoile par ID, puisque notre moteur va démarrer en étoile. Et le courant de démarrage en triangle par IDD. Alors, pourquoi cette notation IDD? Tout simplement parce que notre moteur est destiné à être couplé en triangle. Si on va le démarrer en triangle, il va y avoir donc ce qu'on appelle un démarrage direct. Et la notation I, c'est le courant. Le premier D, c'est de démarrage. Le deuxième D, c'est direct. De même, on va utiliser la même notation pour les couples, c'est-à-dire pour le couple en couplage étoile qui sera noté TD et pour le couple en couplage triangle qui sera noté TDB. Alors, tenant compte de ces notations, on peut exposer l'expression I étoile est égale à 1 tiers de I triangle et on peut donc la remplacer et elle devient par I de démarrage qui est égal le 1 tiers de I de démarrage direct. Encore pour le couple, on a la relation T étoile qui est égale à 1 tiers de T triangle, et donc elle va devenir donc, TD qui est égal à 1 tiers de TDD. Alors, voyons ces expressions-là, on est peut-être content du fait que le courant de démarrage est le tiers du courant de démarrage direct, mais on n'est pas tellement content du fait de diviser le couple de démarrage par 3. Donc ceci peut nous causer quelques problèmes, parce que si notre moteur va démarrer la charge et elle demande un couple résistant assez important, et on a déjà divisé son couple par 3, on risque que notre moteur ne peut pas entraîner cette charge au moment de démarrage, surtout si son couple de démarrage, son couple résistant au moment de démarrage est fort. Donc, ce procédé n'est possible que pour le cas des charges dont le couple de démarrage il est faible. C'est le cas pour les ventilateurs et les motopompes. Conclusion, la solution retenue est de démarrer le moteur en 2 temps. Le premier temps, c'est le couplage en étoile et mise sous tension du moteur au bout de 3 à 5 secondes. Le deuxième temps, c'est le temps d'atteindre à peu près 85% de la vitesse nominale. Le deuxième temps, c'est l'élimination donc de ce couplage étoile, puisque notre moteur il ne doit pas rester en couplage étoile, il est destiné à être couplé en triangle. Donc on va éliminer ce couplage étoile et mise en couplage triangle du moteur au bout du moteur pour exploiter le maximum de son couple et de sa puissance. On va vous présenter maintenant les caractéristiques électromécaniques dans le cas d'un démarrage étoile-triangle. Je commence donc par la caractéristique I en fonction de N. Donc ici, vous avez la courbe bleue qui représente le cas d'un démarrage direct pour un moteur couplé en triangle et la courbe verte qui représente le cas d'un démarrage direct pour un moteur couplé en étoile. Alors, puisque dans notre démarrage étoile-triangle, on va commencer par le couplage étoile, donc on va suivre l'évolution de la courbe verte au début. Voilà. Et arrivé à 85% de la vitesse nominale, on va évoluer et passer vers la courbe du couplage triangle. Voilà. Jusqu'à y arriver à notre point de fonctionnement. Notez bien ici que notre point de fonctionnement est choisi comme étant le point de fonctionnement nominal, mais il faut savoir qu'on est capable de trouver le point de fonctionnement qui se balade sur ce petit arc de la partie triangle, et ceci dépend essentiellement de la valeur de la charge, jusqu'à atteindre son extrémum, c'est le point de fonctionnement à vide, c'est-à-dire sans charge.
Je vais recommencer cette animation. Voilà. 85% de la vitesse nominale. Couplage, triangle et point de fonctionnement. Vous pouvez bien remarquer ici que le courant de démarrage, il est nettement plus faible que le courant de démarrage direct. Et voilà donc la courbe du cas d'un démarrage étoile triangle. Passons maintenant à la caractéristique couple en fonction de la vitesse. Ici, on a donc le cas d'un démarrage direct pour le couplage, pour les moteurs couplés en triangle, et le cas d'un démarrage pour le couplage étoile. Donc, de la même chose, on va suivre l'évolution du couplage étoile et on va passer en arrivant toujours à 85% de la vitesse nominale à la valeur ou bien à l'évolution de la courbe bleue jusqu'à atteindre notre point de fonctionnement. Voilà, on va recommencer notre animation. Voilà. Donc voilà la courbe du démarrage étoile-triangle. C'est la courbe électromécanique du couple en fonction de la vitesse. Alors, passons maintenant au chronogramme. Alors, ces chronogrammes, ils vont nous décrire le fonctionnement des différents appareils de commande et les boutons de commande de notre circuit qui va commander notre moteur. Alors, je commence par une légende. Voilà, S2, c'est le bouton de mise en marche. S1, c'est le bouton d'arrêt. KM1, c'est le contacteur de ligne. KM3, c'est le contacteur de couplage étoile. Et KM2, c'est le contacteur de couplage triangle. Et nous finissons par le moteur à commander. Bien. Alors, au début, on a le bouton S2 qui est à l'état ouvert. S1 fermé à l'état de repos, KM1 et KM3 et KM2 sont désexcités et le moteur il est à l'arrêt. Appuyons maintenant sur le bouton S2. Alors ceci va provoquer l'excitation du contacteur de la bobine du contacteur de ligne et l'excitation de la bobine du contacteur du couplage étoile. Et ceci va provoquer donc le fonctionnement du moteur en couplage étoile. Si je relâche le bouton S2, rien ne change, les bobines poursuivent leur excitation et le moteur continue à être fonctionnel. Alors, donc à cet instant, normalement, le contacteur du couplage étoile, il va, voilà, donc, je vais d'abord vous exposer, ou bien vous mentionner que cette partie, elle représente le premier temps du démarrage étoile-triangle. Donc notre moteur ici, il est couplé en étoile. Donc, à cet instant, le contacteur du couplage étoile, il va être désexcité. Donc, le contacteur de ligne il continue à fonctionner. Notre moteur, il sera non alimenté, mais ce laps de temps, il est considéré très faible et c'est un laps de temps qui est très court. Donc, on va passer maintenant à l'état suivant. Donc, à cet instant, le contacteur du couplage triangle va être excité et il va provoquer le fonctionnement du moteur en couplage triangle. Et donc, ça, c'est le deuxième temps. Notez bien ici que le contacteur de ligne continue son fonctionnement. Alors, notre moteur, il va rester dans cette situation jusqu'à l'appui sur le bouton S1, c'est le bouton d'arrêt. Donc, toutes les bobines vont être désexcitées, notre moteur il va s'arrêter, et même si je relâche ce bouton d'arrêt, donc rien ne change. Voyons maintenant les schémas de circuit de démarrage étoile-triangle à un seul sens. Il faut mentionner que comment peut-on maintenant réaliser pratiquement des circuits qui sont capables de concrétiser le fonctionnement des différents contacteurs selon le chronogramme qui a été déjà exposé auparavant. Voilà donc le schéma du circuit. On vous présente ici le circuit de puissance et le circuit de commande.
le circuit de puissance. Dans le circuit de puissance, on trouve la plaque à borne, on trouve le contacteur de ligne KM1, le contacteur du couplage triangle KM2. Vous voyez bien ici, ce contacteur, une fois il ferme ces trois contacts, il va relier W1 à V1, V1 à U2 et U1 à W1, provoquant ainsi le couplage triangle. Le contacteur KM3, une fois il ferme ses contacts, il va relier W2 à U2 et U2 à V2 et réalisant ainsi le couplage en étoile. Passons maintenant au circuit de commande qui est équipé des trois bobines, des trois contacteurs. Alors, chaque bobine, une fois excitée, elle va fermer son contact ouvert et elle va ouvrir son contact fermé à l'état de repos. Bon, maintenant, on va passer à une animation. Mais avant de passer à cette animation, je vous rappelle que ce contact, ou bien, on peut bien voir que le contacteur KM1, il a un symbole un peu différent par rapport au contacteur KM2 et KM3. Et ceci est dû au fait que ce contacteur est équipé d'un contact temporisé, noté 2KM1, fermé à l'état de repos. Ce contact ne s'ouvre pas immédiatement à l'instant de l'excitation de KM1. Il s'ouvre après un certain retard pré-réglé. Donc, je vais vous montrer la photo de ce contacteur, ou bien, pardon, de ce contact temporisé. Voilà donc la photo. Et je vais vous montrer maintenant, ce contact temporisé. Il est là. On peut le monter comme on peut le démonter et on peut le monter sur le contacteur. Ce contact temporisé, il est équipé d'un bouton de réglage avec lequel on peut régler le temps. Et ici, on voit qu'il a deux contacts, un à droite et l'autre à gauche. Un qui représente, ou bien repéré par 67-68, c'est un contact qui est ouvert à l'état de repos, et 55-56 qui est un contact fermé à l'état de repos, et ce contact qui nous intéresse dans notre application. Revenons maintenant à notre schéma et commençons de faire l'animation pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, je commence tout d'abord par fermer le sectionneur. Voilà. Et puis, je vais appuyer sur le bouton S2. Une fois S2 il est fermé, on va favoriser le passage du courant vers le contacteur KM3. Essayez de suivre la couleur jaune qui représente le passage du courant. Notre contacteur KM3, maintenant, il est excité. Ce contacteur, une fois excité, il va ouvrir le contact 1 KM3 et fermer le contact 2 KM3 et il va fermer les trois contacts principaux du circuit de puissance. Alors, la fermeture du contact 2 KM3 va provoquer l'excitation de la bobine KM1 en faisant passer le courant à travers cette branche. Vous voyez bien, essayez de suivre la couleur jaune. Il est maintenant excité. Cette bobine du contacteur KM1, une fois elle est excitée, donc elle va fermer son contact d'auto-alimentation et elle va fermer les trois contacts principaux, reliant ainsi la plaque à borne au réseau et réalisant donc l'alimentation de notre moteur. Alors je reviens sur ce contact. Une fois il est fermé, il va favoriser le passage du courant avec un autre chemin vers la bobine du contacteur KM1. Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on atteint cette situation. Notre moteur, il est couplé au réseau et il est couplé en étoile. Il est en fonctionnement. Alors, je peux maintenant relâcher le bouton S2. Rien ne se passe parce que tout simplement ce contact 1KM1, il va alimenter toujours la bobine KM3 par le courant électrique et son contacteur KM1.
Bon. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'excitation de KM1, on a ici le temps qui s'écoule dans le contact temporisé. On a ici réglé à 5 secondes. Voilà, il va s'ouvrir. Une fois il est ouvert, il va favoriser la désexcitation de la bobine KM3, qui, à son tour, va remettre le contact ouvert et va le fermer. Le contact fermé, il va l'ouvrir. Et on est ici dans une situation où notre moteur n'est pas alimenté, puisque ici le circuit il est ouvert à travers KM3, mais notre moteur continue à fonctionner par son inertie. N'oubliez pas que ça, c'est un temps très, très, très court. D'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si jamais on a fermé un KM3, on va favoriser l'excitation de la bobine KM2. Cette bobine, une fois excitée, elle va fermer ce contact de verrouillage pour interdire le fonctionnement du couplage étoile, et elle va donc fermer les contacts principaux et réalisant ainsi le couplage en triangle. Donc on va rester dans cette situation, et si je veux arrêter mon moteur, il suffit donc d'appuyer sur S1. Donc toutes les bobines vont devenir désexcitées, ouvrant ainsi les contacts principaux, et le moteur il va être à l'état de l'arrêt, et on va garder cette situation même si je relâche le bouton S1. Alors, je vais essayer de recommencer rapidement cette animation. Alors, donc je ferme le sectionneur, j'appuie sur le bouton S2, ce qui favorise donc l'excitation de KM3. L'excitation de KM3 va provoquer indirectement l'excitation de KM1. Donc, on va fermer le contact de ligne, les contacts de ligne et les contacts du couplage étoile. Maintenant, le temps, il s'écoule. Vous voyez, arrivé à 5 secondes. Voilà, on va ouvrir. KM3 n'est plus excité. Voilà, donc il va fermer ce contact et il va alimenter le contacteur du couplage triangle. Voilà, donc si je veux arrêter, il suffit d'appuyer sur S1. Bon, alors, tout ce qu'on a fait, ce n'est autre qu'une explication théorique pour le fonctionnement. Mais en réalité, on va essayer de faire une simulation avec un logiciel pour se rapprocher de plus en plus de la réalité. Alors, passons maintenant au logiciel. Voilà donc le logiciel. On a déjà saisi le circuit de puissance et le circuit de commande. Alors, ici, on a le moteur, le contacteur du couplage, le contacteur du couplage triangle, le contacteur du couplage étoile et le contacteur de ligne. Et vous avez ici les 3 bobines de chaque contacteur. Et ici, on a le contact temporisé. Bon, je vais commencer par simuler. Donc, j'appuie sur simuler. Je ferme tout d'abord le sectionneur. J'appuie sur le bouton S2. C'est le premier temps. Vous voyez KM3 et KM1 qui fonctionnent. Après un laps de temps, on va basculer vers le fonctionnement de KM2 et garder KM1. Notre moteur, il est toujours en rotation. Alors, comme vous voyez, le passage du couplage étoile en couplage triangle, il est relativement rapide. Je vais essayer maintenant de prolonger un peu le temps, du temporisateur KM1. Donc, je vais maintenant passer d'abord par cette étape. Je clique 2 fois. Voilà donc, en cliquant 2 fois, il va nous donner une fenêtre qui va apparaître dans lequel il nous indique que ce contact temporisé de désignation KM1 et la même désignation du contacteur de ligne. Vous avez ici les numéros de bornes
qui sont 55 et 56, que j'ai déjà démontré ici. Et vous avez ici la valeur de la temporisation en secondes. Cette valeur de temporisation, il est de 4 secondes. La valeur, il est de 4 secondes. La valeur, il est de 4 secondes. Je peux maintenant augmenter ce temps en appuyant. Voilà, on va le régler à la valeur 15 secondes. Je valide, je vais recommencer l'essai, mais maintenant on va vous présenter un chronogramme qui décrit le fonctionnement de nos appareils. Donc voilà notre chronogramme. Non, je passe tout d'abord par le mode simulé. Voilà le chronogramme. Avant d'appuyer sur n'importe quel appareil, je vais voir donc que S2, il est ouvert, S1, il est fermé, KM1, KM2, KM3, désexcité. Je commence par fermer le sectionneur. J'appuie sur le bouton S2. Vous voyez ici l'impulsion sur S2. Elle a provoqué le fonctionnement des contacteurs KM1 et KM3. On va attendre un peu. Donc cette attente, voilà. Après écoulement de 15 secondes, on a changé le fonctionnement. Donc KM2, il est excité. KM3 n'est plus excité. Si je veux arrêter, il suffit d'appuyer sur S1. Voilà. Maintenant, après simulation, on va essayer de faire une réalisation pratique. Pour cela, on va vous exposer une vidéo qui a été réalisée dans le laboratoire de génie électrique dans lequel on va faire un essai d'un démarrage étoile-triangle. Sur la maquette démarrage étoile-triangle, on trouve le circuit de puissance et le circuit de commande qui sont déjà câblés, puisque vous n'êtes pas censé de le faire d'après votre programme officiel. Avant de passer à l'essai, vérifions tout d'abord que ce moteur peut être couplé en triangle pour pouvoir le démarrer en étoile-triangle. Passons alors à la plaque signalétique de notre moteur. Le constructeur nous dit que ce moteur doit être couplé en triangle si la tension composée du réseau est de 380 volts, c'est-à-dire chaque enroulement doit supporter une tension de 380 volts. Vérifions ceci sur le réseau disponible dans notre laboratoire. Donc la tension entre deux phases, elle est donc de 380 volts. Revenons maintenant à la plaque signalétique et vérifions la valeur de la puissance. C'est une puissance de 0,37 kW, inférieure à 5 kW. Donc ce moteur est considéré comme étant un moteur de faible puissance. Malheureusement, on ne dispose pas d'un moteur de forte puissance dans notre laboratoire. C'est pour cela qu'on va se contenter de ce moteur-là. Revenons maintenant à la maquette et on va vous présenter ici les appareils de commande et de protection de notre moteur. Vous avez ici un sectionneur porte fusible Q1 ouvert à l'état de repos, un contacteur de ligne KM1 commandant un contact temporisé, un relais thermique F2, un contacteur KM3 commandant ces trois contacts. Donc, une fois excité, il va les fermer ensemble, réalisant ainsi donc le couplage triangle. Un contacteur KM2 commandant ces trois contacts. Une fois excité, il va donc nous réaliser le couplage étoile. Deux boutons de commande, un bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt. Passons maintenant à l'essai et commençons tout d'abord par fermer le sectionneur. Appuyons maintenant sur le bouton marche. Donc vous voyez, c'est le premier temps. C'est le deuxième temps. Donc le moteur reste dans cette situation durant son fonctionnement.
Si je veux arrêter mon moteur, il suffit d'appuyer sur le bouton arrêt. Recommençons encore une fois cet essai, mais focalisons maintenant notre attention sur le fonctionnement des contacteurs KM3 et KM2. J'appuie sur le bouton marche, c'est le premier temps, c'est le deuxième temps. Arrêt. Voilà. On va reprendre maintenant l'essai une troisième fois, mais on va essayer d'écouter le bruit du moteur durant les deux temps de fonctionnement. J'appuie sur le bouton marche. J'arrête. Je recommence encore une fois. Et j'arrête. Donc, comme vous l'avez constaté, le bruit du moteur a changé d'un temps à un autre. Ceci est dû au fait que les enroulements du moteur sont alimentés par une tension simple au premier temps qui vaut 220 volts et une tension composée de 380 volts au deuxième temps. Donc au premier temps, il est sous-alimenté par une tension faible relativement et au deuxième temps, il a sa pleine tension de fonctionnement qui vaut 380 volts. Voilà, merci pour votre attention. Passons maintenant à la deuxième partie qui consiste à choisir un moteur asynchrone triphasé. Alors, je vais commencer par une mise en situation. Donc, dans cette mise en situation, on va vous présenter le système de treuil de manutention de charge lourde. Donc, ce système, il sert à lever des palettes disponibles sur le quai d'un port pour les transférer au bateau et inversement. Vous voyez ici le bateau, voilà le quai et voilà donc les charges à transférer et le treuil, il est là. Voilà. Cette figure n'est autre qu'une représentation schématique du treuil et qui est assimilée à un cylindre sur lequel on a enroulé un câble métallique inextensible. Dans l'extrémité est accrochée une plateforme de 500 kg sur lequel on peut mettre une palette de 12 sacs de 50 kg au maximum. La liaison mécanique qui existe entre le treuil et son actionneur, à choisir dans notre cas que c'est un moteur à 50 triphasé, donc cette liaison, elle se fait à travers un réducteur de vitesse. Bon, tenons compte des mesures de sécurité. La vitesse de montée de la plateforme est de 0,4 mètres par seconde. Cette valeur correspond à une vitesse de rotation d'entrée du réducteur de 1460 tours par minute avec un couple résistant de 33,5 Nm. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est comment choisir un moteur parmi ceux disponibles sur le marché pour lever cette charge en toute sécurité, sachant que le réseau triphasé disponible au port, il est de 220 volts, 380 volts, avec une fréquence de 50 Hz. Alors, la solution, tenant compte de ces caractéristiques de la charge, c'est-à-dire 33,5 Nm qu'en couple résistant et une vitesse de 1460 tours par minute, cherchons alors un moteur dont les caractéristiques nominales, c'est-à-dire la puissance utile, la vitesse et le couple, sont, si c'est possible, identiques ou légèrement supérieures aux caractéristiques mécaniques de cette charge. Il faut noter ici qu'il est interdit de prendre un moteur dont les caractéristiques sont plus faibles que celles de la charge, sinon il risque de ne pas l'entraîner. Donc, où est-ce qu'on va trouver notre moteur? On va le trouver sûrement dans des fiches techniques. Donc, consultons les fiches techniques dans les documents constructeurs tels que la fiche technique suivante. Alors, dans cette fiche, le constructeur nous propose un ensemble de références de moteurs à 4 pôles dont la vitesse de synchronisme est de 1500 tours par minute. Le constructeur nous donne ici les différentes caractéristiques à charge nominale et les caractéristiques dans le cas d'un démarrage direct.
Notez bien qu'on a besoin des caractéristiques à charge nominale, puisque notre vitesse est de 1460 tours par minute et le couple qui est égal à 33,5 Nm. Donc, on va focaliser notre recherche dans ces deux colonnes jaunes qui représentent la colonne de la vitesse et la colonne du couple. Alors, voyons la colonne de la vitesse, on trouve ici la valeur de 1460. C'est une valeur identique à la valeur de la charge. Donc, le moteur 112M a une vitesse de 1460 tours par minute, mais son couple, il est de 26,2 Nm. Comme vous voyez, cette valeur, elle est trop faible par rapport au courant, par rapport au couple résistant de la charge. Donc, ça, je suppose que c'est un mauvais choix pour notre moteur. Si je prends le cas maintenant du moteur 132 SA, il a une vitesse de 1465 tours par minute et il a un couple utile de 35,8. Ce couple utile, il est légèrement supérieur au couple utile ou bien le couple résistant de la charge. Donc, ce choix semble être un bon choix. Vérifions maintenant le cas du moteur 132 MA qui a lui-même la même vitesse que 132 SA, c'est-à-dire 1465, mais son couple, il est de 48,9 Nm. Vous pouvez bien voir que cette valeur, il est trop grande par rapport à 33,5 Nm. Donc, notre choix, il va se limiter au moteur de référence 132 SA. Voilà donc la ligne verte qui représente ces différentes caractéristiques. Alors, on peut tirer quelques caractéristiques de ce moteur. Ce sont donc bien sûr des caractéristiques nominales. On a la puissance utile qui est de 5,5 kW. On a la vitesse de 1465 tours par minute. Le rendement de 88,5%. Le facteur de puissance cos phi de 0,81 et le courant nominal de 11,1 ampères. Voilà. Passons maintenant à la troisième partie qui consiste à choisir un contacteur de commande pour notre moteur. Alors pour ce faire, on va faire la correction de l'activité numéro 5, page 174 de notre manuel d'activité. Alors, avant de choisir un contacteur de commande, il faut tout d'abord fixer ce qu'on appelle les critères de choix de ce contacteur. Je vais vous montrer quelques critères choisis, tels que la tension de l'alimentation du moteur, qui est de l'ordre de 400 volts. Donc, cette tension d'alimentation du moteur, c'est la tension composée du réseau. Ici, on a la puissance utile du moteur de 7,5 kW. Le type de courant permettant le fonctionnement de la bobine. N'oubliez pas que ce contacteur, il contient une bobine. Donc, cette bobine, on va choisir le type de son courant. Est-ce qu'il est en courant continu ou bien en courant alternatif? Nous, on va choisir le courant alternatif. Et le dernier critère, c'est la tension d'alimentation de la bobine du contacteur, qui est donc, dans notre cas, de 230 volts. Alors, vous voyez, ici, on s'est limité à 4, mais les critères de choix sont plus que 4. Nous, on va se limiter uniquement à ces 4 critères. Mais ces 4 critères, je peux dire que le premier et le deuxième critère concernent le moteur, le troisième et le quatrième critère concernent la bobine. Alors, détermination de la première partie de la référence. Alors, on a une référence à déterminer. On va la retrouver sur 2 parties. Une première partie qui est donnée par une première fiche technique que j'ai exposée ici. Et cette fiche technique, elle concerne le choix du contacteur selon la tension et la puissance du moteur à commander. Alors, dans cette fiche technique, le constructeur nous propose un ensemble de références. Voilà les références des contacteurs. Bon. Et il nous donne ici la tension de l'alimentation du moteur qui est comprise entre 220 volts jusqu'à 1000 volts. Rappelons que notre moteur fonctionne avec une tension de 400 volts. Donc, on va localiser cette valeur sur cette ligne et il va être donc là. Sous cette valeur, on a ici une colonne des puissances en kilowatts, comprise entre 4
ou bien les valeurs varient entre 4 et 75 kW, nous vous rappelons aussi que la puissance du moteur elle est de 7,5 kW, donc on va prendre voilà, cette valeur. Une fois on a localisé cette valeur, on va passer à choisir la référence. C'est LC1, donc LC1 des 18. Vous pouvez bien remarquer que cette référence elle est incomplète. On va essayer de chercher, on va essayer de chercher la suite de cette référence dans une deuxième fiche. Voilà. Donc cette fiche, elle est là. Donc, deuxième partie de la référence, dans une deuxième fiche technique qui consiste à choisir la partie incomplète de la référence, selon maintenant la tension et le type du courant, de quoi? Non plus du moteur, mais de l'alimentation de la bobine du contacteur. Voilà. Donc, dans cette fiche, il y en a 3 parties. Vous avez ici la première partie encadrée en rouge, qui représente les références pour le cas d'un courant alternatif, la deuxième partie pour le courant continu et la troisième partie pour le courant continu basse consommation. On vous rappelle que le courant, la bobine, elle est à courant alternatif. Donc, on va limiter notre recherche à cette partie. Voilà, courant alternatif. Rappelons aussi que la tension elle est de 230 volts. Le constructeur nous donne ici un ensemble de valeurs de tension, comprises entre 24 jusqu'à 500 volts. Donc la tension 230, vous voyez, elle est là. 230. Donc, voilà. N'oubliez pas que notre contacteur, on a déjà déterminé une partie de la référence. Cette partie, elle est LC1 D18 d'après la première fiche technique, et non pas celle-là. Alors, ici, il nous propose les contacteurs de référence LC comprises entre D09 jusqu'à D115. Donc, dans cette ligne-là, notre contacteur, il est considéré comme étant une partie de cette ligne-là. Donc, on peut dire que le choix, voilà, LC D09 jusqu'à D150, et on va prendre la valeur P7. Voilà donc la partie manquante de la référence, c'est P7. On peut se demander peut-être pourquoi on ne choisit pas P5. Vous voyez, les contacteurs dont la partie incomplète est P5, ce sont les contacteurs dont la référence commence par LC D80 jusqu'à D115. Voilà donc, on a terminé cette troisième partie, mais maintenant on va passer à faire une récapitulation pour notre séance. Et je vais commencer par un petit résumé concernant le démarrage étoile-triangle. Voilà, donc on peut citer que le démarrage étoile-triangle est un procédé utilisé pour démarrer les moteurs asynchrones triphasés afin d'éviter les surintensités au moment de démarrage. D'accord ? Donc, et ce procédé n'est possible que pour les moteurs asynchrones dont le couplage du moteur doit être triangle. La puissance utile doit être supérieure à 5 kW. Il y a certains d'entre vous qui peuvent me demander si on a des moteurs puissants dont la puissance dépasse 5 kW, mais ils sont couplés en étoile. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'autres procédés de démarrage, mais qui ne font pas partie de notre programme officiel. Je passe maintenant au choix d'un moteur. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le choix d'un moteur? Voilà. Le choix d'un moteur se fait selon la puissance, le couple et la vitesse de la charge à entraîner. Alors, le couple et la vitesse du moteur doivent être respectivement égaux ou légèrement supérieurs à ceux de la charge et surtout pas inférieurs aux caractéristiques de la charge. Et la référence du moteur doit être déterminée à partir d'une fiche technique qui se trouve dans les documents du constructeur. Et nous finissons par, un résumé concernant le choix d'un contacteur de commande.
Voilà. Le choix d'un contacteur doit tenir compte de la tension et la puissance du moteur à commander. Le type de courant qui traverse la bobine alternative ou continue et la valeur de sa tension d'alimentation. Et la référence du contacteur doit être toujours déterminée à partir de fiches techniques qui se trouvent dans les documents constructeurs. Voilà. Merci, chers élèves, de votre attention et bonne révision.